Ce jeune Belge de 30 ans, aussitôt, veut s'initier à toutes les merveilles, combien étranges, de la culture japonaise. Il ne parlait pas un mot de japonais à l'époque, il avait une interprète, l'interprète du consulat, une japonaise très cultivée, et il dit à l'interprète, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider à découvrir les arts de ce pays. Bon, l'interprète, entre autres choses, l'emmène dans un opéra No. C'est donc l'opéra médiéval japonais qu'on distingue du kabuki. Le kabuki, c'est l'opéra du XVIIe siècle, c'est beaucoup plus vivant, il y a beaucoup plus d'action. Le No, c'est beaucoup plus primitif, beaucoup plus rebutant d'une certaine façon. Mais aussi beaucoup plus sacré, bien sûr. Donc mon père débarque dans cette école de No et il entend ce que vous avez entendu pendant la durée moyenne d'un opéra, c'est-à-dire 4 heures. 4 heures de ça. Mon père, homme d'une très grande politesse, prend un air charmé pendant 4 heures. Et au terme c'était la première fois qu'on voyait un blanc dans cette école ancestrale de No, qui était dirigée par l'un des trésors vivants du Japon. On appelle trésors vivants au Japon les plus grands artistes. Ils cessent d'être des hommes, ils deviennent des trésors vivants. Et le vénérable trésor vivant, voyant ce Belge, enfin ça se voyait pas qu'il était belge, mais enfin ce blanc, qu'est-ce que c'est que ça? Et au terme de l'opéra, vient interroger mon père par le truchement de l'interprète. Et il lui demande, vénérable étranger, qu'avez-vous pensé de ce que vous avez vu, du spectacle que vous avez vu? L'interprète traduit la question à mon père. Mon père ne voit vraiment pas ce qu'il pourrait dire. Il dit 2 banalités. Prestige des coutumes ancestrales, enfin 2 banalités affligeantes. L'interprète se dit non, c'est pas possible, je ne peux pas traduire quelque chose d'aussi bête. Et l'interprète, femme très cultivée et très fine, invente de toutes pièces une réponse sublime et percutante qu'elle dit au trésor vivant. Le trésor vivant regarde mon père avec stupéfaction. Qu'est-ce que c'est que ça, ce blanc qui débarque, qui ne parle même pas notre langue et qui a déjà tout compris. C'est incroyable. Et vraiment, dans un geste d'une intimité inconnue au Japon, il prend la main de mon père et il lui dit « Vénérable étranger, vous êtes un mage, devenez mon élève. » Et mon père, qui est un excellent diplomate, répond « C'était mon rêve depuis toujours. » Alors, ça peut avoir l'air d'un gag, mais ce gag a eu de véritables conséquences puisqu'il est bel et bien devenu le maître de mon père. Mon père est bel et bien devenu l'élève du trésor vivant. Pendant les 5 premières années de ma vie, donc de 67 à 72, tous les matins, mon père est allé dès 5 heures du matin au temple, apprendre à psalmodier, à trouver cette voix très particulière qui ne correspond pas du tout à nos voix d'opéra. Un destin vraiment, car on a découvert qu'il avait une voix qui s'y prêtait. Mon père est un homme qui a du coffre, on va dire. Il est très gros. Donc, finalement, c'était un physique qui convenait bien à l'aspect vocal de cet art, pas du tout à l'aspect danse de cet art, parce qu'un bon chanteur de No doit également danser. Inutile de vous dire que la dimension danse n'a jamais pu être exécutée par mon père. Enfin, déjà, il est devenu le seul non-japonais à chanter professionnellement le No. Il est devenu un chanteur professionnel de No. C'est à partir de ce moment-là qu'il a exercé une double vie, de diplomate le jour et de chanteur d'opéra médiéval japonais la nuit. Ce qui lui a fait une carte de visite exceptionnelle. Ce n'est pas pour rien qu'il a eu une carrière japonaise sans précédent. Il était connu au Japon sous le nom de... On l'appelait le chanteur de No aux yeux bleus et tout le monde savait qui c'était. Enfant, ça a eu une véritable influence sur moi puisque je ne compte pas le nombre de dimanches après-midi passés à genoux à entendre ça pendant 4 heures, là encore. Il faut aussi vous dire que ça c'est ce qu'on entend, mais on ne voit guère plus, puisqu'il n'y a pas d'action. C'est-à-dire que le No le plus mouvementé, l'action du No le plus mouvementé, c'est le roi change de masque. C'est-à-dire qu'il a un masque au début, il a un autre masque à la fin. Donc pendant toutes les 4 heures que dure l'opération, toute l'action consiste à changer un masque pour un autre, pas pour 15 autres, pour un autre.
c'est tragique. Mais en même temps, je vous assure que quand on s'y fait, c'est vraiment sublime. Bon, bien sûr, il faut accepter de s'ennuyer au-delà de toute expression. Mais quand on a dépassé un certain stade d'ennui, c'est comme les produits hallucinogènes dont on parlait tout à l'heure, on arrive dans une autre dimension. Et c'est là qu'on voit la beauté de tout ça. C'est un art sacré, c'est un art inspiré par le shintoïsme, qui est la seule religion authentiquement japonaise. Il y a beaucoup de religions au Japon, mais il n'y en a qu'une seule qui soit authentiquement japonaise, c'est le shintoïsme. Religion très bizarre, très primitive, qui a eu des applications politiques désastreuses pendant la dernière guerre, puisque l'empereur ayant été décrété sacré et donc Dieu, enfin ça a expliqué beaucoup de dérives, comme les kamikazes qui se tuaient au nom de l'empereur. Il faut vraiment que l'empereur soit Dieu pour faire des choses pareilles, et c'est le shintoïsme qui a permis ça. Mais le shintoïsme contient aussi une doctrine formidable et qui, à mon avis, m'a énormément influencée, à savoir ce principe que tout ce qui est beau est Dieu. Ça, c'est magnifique. Cette musique, je ne sais pas si c'est flagrant, mais cette musique en est l'expression. Et quand on finit par le comprendre, surtout grâce aux instruments, il y a surtout certains instruments, on ne les entend pas assez, mais quand on le comprend, cette musique bouleverse vraiment. Mais bien sûr, ça demande une véritable initiation. Alors, on va passer au 8e livre de la bibliothèque.